Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3278 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 24 avril avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le jeune ailier droit de Palmeiras, futur joueur de Chelsea. Il s'agit de Estevao, il fête aujourd'hui ses 18 ans. Donc c'est une pépite, les gars, il est considéré comme le nouveau Neymar. Donc il a déjà signé l'été 2024, donc l'été dernier à Chelsea. Donc il arrivera quand il aura 18 ans, c'est chose faite. Il arrivera bien sûr le 1er juillet prochain. Donc bon anniversaire à lui. Il y a également Ben Davids, un défenseur central de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Par exemple, Muriqi, avant-centre de l'équipe de Majorque, qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Et à noter qu'un grand club fête aujourd'hui son anniversaire. C'est l'équipe de Manchester United qui fête aujourd'hui ses 123 ans d'existence en ce 24 avril. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord en Espagne, en Liga. Il y avait une rencontre, un Retafe contre le Real Madrid. C'est un derby, les deux. Enfin, le Real Madrid, c'est à Madrid. Et Retafe, c'est dans la banlieue de Madrid. Et c'est le Real Madrid qui s'est imposé difficilement, mais victoire quand même. Victoire 1-0 du côté de Retafe. Et Arda Güler a été l'unique buteur du match au bout de 21 minutes de jeu. Donc parfait, bien sûr, pour le Real Madrid. Je vous ai dit, ça a été un match compliqué. Regardez, les tirs. Donc la possession plutôt côté Real, mais les tirs, 20 tirs quand même pour Retafe. 6 tirs cadrés, 0 but marqué. Il y a eu quand même 6 arrêts de Thibaut Courtois qui a réalisé un gros match hier. Et Real Madrid, donc il y a eu moins de tirs, mais il y a la victoire. Ils ont été plus efficaces et du coup le Real revient à 4 points bien sûr du FC Barcelone pour ce sprint final. Bien sûr, on sait pour le titre de la Liga. Et c'est que le Real Madrid actuellement, ils sont abonnés au 1-0. Bon, tant mieux, à chaque fois c'est en leur faveur. Les 3 derniers matchs du Real Madrid en Liga, 3 fois une victoire 1-0 contre Retafe hier, contre Bilbao dimanche dernier et contre Alaves la semaine dernière. Donc oui, c'est seulement 3 buts marqués, mais ça donne 9 points. Voilà, tu gagnes 1-0, 7-0, c'est pareil. Mais c'est vrai que le Real Madrid à chaque fois se fait peur, parce qu'un but pris, puis du coup c'est l'égalisation. Mais bon, le Real Madrid est actuellement fort défensivement, enfin sur les derniers matchs de Liga avec ses 3 rencontres, gagné sans prendre de but. Et le Real Madrid a remporté 3 matchs consécutifs de Liga 1-0 pour la première fois depuis juillet 2020. Et pour la deuxième fois au cours des 33 dernières années, que le Real enchaîne 3 victoires d'affilée 1-0 en Liga. Donc c'est arrivé sur les 33 dernières années, 2 fois en 2020 et là en 2025. Et la dernière fois que le Real Madrid s'est imposé par plus d'un but, parce que là il gagne que d'un but d'avance, c'était le 23 février contre Girona. Ça fait quand même que 2 mois que le Real Madrid n'a pas réussi à faire le break dans une rencontre, à gagner la partie avec 2 buts d'écart. C'est que le Real se fait souvent peur comme ces derniers temps. Toujours sur cette rencontre, on va parler de l'homme du match. C'est l'unique buteur, c'est Arda Güler, le MVP, l'homme du match. Félicitations à lui. Donc il a inscrit son second but, son deuxième but cette saison. En Liga, il avait déjà marqué également quelques buts en Coupe du Roi. Donc, magnifique but, une frappe en dehors de la surface. Et Ancelotti qui a embrassé Arda Güler après son but face à Retafe. Bon, parce que même si le Real Madrid aurait perdu, ça n'aurait pas été bon au classement, mais Ancelotti n'aurait pas été viré. Vraiment, son destin à Ancelotti, ça va se jouer après-demain lors de la finale, bien sûr, de la Coupe du Roi. Mais il a été content, bien sûr, pour Arda Güler. Il l'a embrassé. Et une spécialité madrilène, parce que le but d'Arda Güler est en dehors de la surface. Et c'est simple, avec 20 buts marqués en dehors de la surface cette saison, la Casablanca est l'équipe la plus efficace de loin. Dans les 5 grands championnats européens, 20 buts marqués en dehors de la surface. Ça c'est quand même exceptionnel. Il marque souvent des buts lointains. Cette équipe du Real. On revient sur Thibaut Courtois. J'ai dit, le Real Madrid s'est imposé 1-0. Parfait, mais ils n'ont pas pris de but parce qu'il y a une grande défense et surtout un grand Thibaut Courtois, une note de 9.1 sur les applications. Tu peux noter bien sûr les performances des joueurs parce qu'il a été exceptionnel, bien sûr. Le gardien belge. Les coups durs, parce que malgré la victoire, tout ça, il y a quand même 2 gros coups durs. Côté Real Madrid à J-2 de la finale contre le FC Barcelone. Et tout d'abord, c'est Camavinga qui sort sur blessure à 3 jours du Classico. Et ça sent pas du tout bon, c'est une blessure musculaire. On peut dire qu'à 99,9% de chances qu'il soit forfait. En 2 jours, les gars, tu reviens pas d'une blessure musculaire. Si c'est une pointe, tout ça, il ne pourra pas jouer. C'est impossible. Il lui faut plusieurs semaines. Donc ça, c'est un gros coup dur. Parce que de base, il aurait dû être aligné au poste de défenseur gauche. Voilà, Camavinga. C'était ce qu'avait prévu Ancelotti. Parce que Fran Garcia, c'est un peu limite. Du coup, voilà, Camavinga ne sera pas là pour le match. Et David Alaba également aurait ressenti une gêne également musculaire à la jambe gauche avant d'être remplacé. Il est lui très incertain pour la finale. Donc voilà, Ancelotti a même annoncé les forfaits des deux. Donc il annonce les forfaits de Camavinga et de David Alaba pour le Classico. Mendy sera également absent. Donc ça sera Fran Garcia qui sera certainement le défenseur gauche lors de cette rencontre contre le Barça, après-demain bien sûr en Coupe du Roi. Et concernant cette équipe du Real Madrid, et pour finir avec eux, donc le Real Madrid a joué sans Kylian Mbappé, qui était forfait pour la rencontre et fera son retour samedi pour la finale. Mais en tout cas, quand il n'est pas là, le Real Madrid ne perd pas. Donc 6 matchs cette saison que Kylian Mbappé a loupé pour cause soit de suspension, comme c'était le cas lors de l'avant-dernier match, ou cause de blessure. 4 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite quand il joue pas. En gros, Kylian Mbappé, donc le Real s'en sort même sans Kylian
Kylian Mbappé. On continue avec les autres rencontres en Liga. Il y avait d'autres matchs. Tiens, Bilbao contre Las Palmas. Bilbao, pareil, petite victoire, 1-0. C'est Williams, Inaki Williams, qui a été l'unique buteur de la rencontre, un but en tout début de partie. Donc 13 tirs, 4 tirs cadrés, donc parfait bien sûr pour Bilbao avant d'affronter bien sûr Manchester United la semaine prochaine en Europa League, bien sûr en demi-finale de cette compétition. Et concernant Inaki Williams, buteur contre Las Palmas, donc l'international ghanéen a atteint la barre des 20 buts et passes D cette saison au service de Bilbao, donc 11 buts et 9 passes D, pas mal bien évidemment pour l'attaquant Inaki Williams. Il y avait également le Celta Vigo qui jouait contre Villarreal. On se souvient, le Celta, la semaine dernière, ils ont failli accrocher le Barça, ils menaient 3-1, ils ont perdu le match 4-3. Bon, cette fois-ci, ils ont gagné 3-0 contre Villarreal. 21 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc parfait. Côté Villarreal, ça a été très compliqué. Et surtout qu'Eric Bailly, les gars, il a pris rouge, le défenseur, à la 36e minute de jeu. Il y avait 0-0. Donc après, voilà, à 10 contre 11, ça a été compliqué. Ils ont pris 3. Et du coup, c'était sa première titularisation avec Villarreal depuis le 15 décembre 2024. Ça faisait 4 mois qu'il n'avait pas joué et il rejoue, il prend un rouge au bout de 30 minutes de jeu, ce qui a pénalisé totalement son équipe. Alaves contre la Real Sociedad, et c'est Alaves qui s'est imposé 1-0, 10 tirs, une frappe cadrée, la seule frappe cadrée du match a fini au fond des filets, une frappe cadrée pour Alaves, la Real Sociedad 0 tir cadré et du coup Alaves s'est imposé 1-0. Donc voici les 4 résultats de la journée d'hier. Donc aujourd'hui, il reste encore 4 rencontres pour clôturer cette journée. Donc Osasuna Séville à 19h, il y aura Leganés Gérone également à 19h. L'Atlético Madrid contre le Rayo Vallecano ce soir, c'est un derby. Madrid, l'Atlético c'est à Madrid et le Rayo c'est dans la banlieue de Madrid, un peu comme Retafe qu'on parlait tout à l'heure. Et le Betis Séville contre Valladolid. Donc voilà les 4 matchs du jour. On parlera bien sûr de ces 4 résultats demain. Et le classement, donc on sait que de toute façon l'Atlético a été décroché après leur défaite lors du dernier match. Donc ça va jouer toujours entre le Barça et le Real. Donc les deux équipes ont gagné, une hier, l'autre avant-hier. Donc il y a toujours 4 points d'écart. On a la 33e journée, il ne reste plus que 5 matchs. N'oubliez pas que dans 2 journées de Liga, ça sera ce Barça-Real Madrid qui sera décisif. C'est prévu le 11 mai prochain. Ça sera un dimanche après-midi à 16h15 le coup d'envoi. On quitte la Liga, direction la Première Ligue. Il y avait également une rencontre hier. Arsenal qui jouait contre Crystal Palace. C'était aussi un derby. Les deux clubs sont dans la ville de Londres. Score final 2-2. Donc Iwar et Trossard ont été buteurs côté Gunners. Et Eze et Mateta en fin de match. Buteurs côté Crystal Palace. Et du coup, partage des points entre ces deux équipes. Donc Arsenal, prochain match pour eux, le PSG. C'est un match en gros qui a été avancé pour préparer au mieux la réception du Paris Saint-Germain mardi prochain en Ligue des Champions. Donc voici les statistiques. Donc ça a été un match où même Crystal Palace a eu plus de tirs, mais c'est aucune équipe qui a réussi à s'imposer. Et du coup Arsenal cale avant le Paris Saint-Germain, à l'image aussi du PSG qui a fait nul avant-hier contre Nantes. Voilà, donc c'est pas non plus dramatique parce que les deux équipes, je pense, le PSG et Arsenal maintenant focus à 100% sur la Ligue des Champions, même si le PSG joue demain, n'oubliez pas, le PSG Saint-Germain reçoit Nice demain soir en Ligue 1. Et concernant cette équipe des Gunners, donc ils menaient 2-1 jusqu'à la 82e minute de jeu. Et William Saliba, en gros, un peu une boulette, Saliba, je sais pas trop ce qu'il fait, il perd le ballon. Et Mateta, les gars, on peut voir sur la photo en haut à droite, regardez, la frappe, une frappe de plus de 30 mètres. Le gardien était un peu avancé, le gardien d'Arsenal, et il a lobé, ça fait barre en 30. Donc Saliba avait déjà fait une boulette, souvenez-vous, contre le Real Madrid avec Vini qui avait récupéré le ballon pour marquer un but. C'est que Saliba actuellement il enchaîne un peu les boulettes du côté de l'équipe des Gunners. Peut-être une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions. Et Mateta buteur, je dis ce magnifique lob de plus de 30 mètres, de 40 matchs, 17 buts et 3 passes D. L'attaquant français de Crystal Palace. Il y a peut-être des chances les gars l'été prochain de le voir peut-être dans une équipe, même si Palace c'est une belle équipe, peut-être une équipe avec un meilleur renom que cette équipe de Crystal Palace. Du coup les deux résultats, donc City on sait avant-hier 2-1 contre Aston Villa, donc Arsenal de partout. Donc il n'y a pas de match aujourd'hui ni de match demain, ça reprend samedi avec ce programme là. Il y aura des matchs dimanche et un match jeudi 1er mai avec ce Nottingham Brentford. Donc concernant ce classement avec les résultats, voilà les deux résultats là, donc Arsenal du coup reste deuxième et on peut voir ils sont complètement décrochés avec Liverpool et c'est simple, Liverpool 79 points, Arsenal 67 points, donc il y a combien, il y a 12 points d'écart et il reste plus beaucoup de matchs pour Arsenal, il reste plus 4 matchs, donc c'est simple, prochain match de Liverpool contre Tottenham, donc le match est prévu là dimanche à 17h30, donc il suffit juste d'un point, voilà pour Liverpool. Voilà, donc Liverpool risque d'être champion ce week-end, les restes ne doivent pas perdre. Un point suffit les gars, voilà, un nul suffit pour Liverpool. En plus ça sera à domicile, ils voudront le faire devant leur public, sera dimanche à 17h30 certainement. Le titre bien sûr pour les Reds. On quitte l'Angleterre, direction l'Italie. Il y avait également des rencontres. N'oubliez pas que ces matchs ont été joués hier, mercredi, mais auraient dû être joués de base lundi à cause du décès du pape François. Donc tous les matchs lundi ont été reportés. Du coup, ils ont été joués hier.
commence tout d'abord avec ce Parme Juventus Turin et c'est Parme qui s'est imposé 1-0 grâce à Pellegrino, un but juste avant la mi-temps. De côté Juve, première défaite pour Igor Tudor, le nouveau coach de la Juve qui avait pris l'équipe il y a un mois. Il a enchaîné 4 matchs sans perdre et du coup première défaite pour lui. Donc à noter que Colomboigny a été titulaire pour ce match, lui qui a été tout le temps sur le banc, il a commencé titulaire. Bon, il n'a pas réussi à marquer, son équipe en plus s'est inclinée malgré que la Juve a eu beaucoup plus de tirs, 16 tirs pour la Juve, seulement 6 pour Parme. Mais c'est Parme bien sûr qui a gagné la rencontre. La victoire aussi de la Lazio de Rome contre le Genoa, une victoire 2-0 à noter qu'il y a eu 2 rouges dans le match, un côté Genoa et un côté Lazio. Et à noter que côté Lazio, Boulaïdia a été buteur, l'attaquant sénégalais, et il a inscrit quand même son 14e but, toute compétition confondue avec la Lazio. Donc magnifique saison bien sûr pour Boulaïdia. Il y avait également la Fiorentina contre Cagliari hier. La Fiorentina s'est imposée 2-1, ils perdaient 1-0, mais voilà, ils ont réussi à renverser le match et gagner bien sûr la partie 2-1. Il y avait également le Torino contre Udinese et victoire du Torino 2-0. Donc tous les matchs avaient lieu à 18h30 hier. Du côté de l'Italie, du coup, voilà, tous les matchs ont été joués. Du coup, toute cette journée est enfin finie. Alors, elle a dû être finie lundi, mais elle a été finie hier. Et le classement, après 33 matchs, il reste 5 journées du côté de l'Italie. Donc l'Inter et Naples toujours en tête, 71 points. Donc là, il y a du suspense au maximum. Puis après, bien sûr, il y aura les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc là, il y a les 5 places en vert. Normalement, il y aura seulement 4 équipes. Parce que ça devrait être le championnat anglais. Donc la Première Ligue et la Liga. Le championnat espagnol, où il devra avoir 5 équipes qualifiées la saison prochaine en LDC. Donc là, on devrait passer à 4 pour la Serie A. Donc Atalanta, Bologne, Juventus. Juve a fait une très mauvaise opération dans l'optique, bien sûr, la Ligue des Champions avec leur défaite hier contre l'équipe de Parme. Toujours en Italie, on va parler également de la Coupe d'Italie. Il y avait une demi-finale retour hier entre l'Inter Milan et l'AC Milan au match aller 1 partout. Donc voilà, ça s'est joué au match retour et l'AC Milan s'est imposé 3-0 du côté de l'Inter. Bon, je joue dans le même stade, mais voilà, 3-0 pour Milan. Jovic doublé et Reuters également buteur. Donc score cumulé 4-1 pour l'AC Milan, du coup qui se qualifie pour la finale de la Coupe d'Italie. De grosses corrections quand même pour l'Inter, en plus à quelques jours d'affronter le Barça bien sûr en Ligue des Champions. Ils avaient perdu aussi en championnat là, il y a quelques jours contre Cagliari, où ils avaient pris un but à la 94e minute de jeu. Donc là l'Inter prépare pas mieux bien sûr le déplacement à Barcelone là, dans quelques jours. Et du coup l'AC Milan en finale bien sûr de cette Coupe d'Italie. L'AC Milan cette saison lors des derbies face à l'Inter, il y a eu 5 Inter Milan contre l'AC Milan et 0 défaite comme de l'AC Milan. Pourtant on se dit peut-être l'Inter est meilleur que l'AC Milan, pas sur cette saison. 3 victoires de Milan, 2 matchs nuls, 0 défaite de l'AC Milan. Donc voici les résultats sur tous les matchs. Il y a eu bien sûr il y a eu de la Super Coupe d'Italie, il y a eu les 2 demi-finales de la Coupe d'Italie, il y a eu les 2 matchs également de Serie A et du coup aucune défaite de l'AC Milan contre leur rival de toujours, bien sûr l'équipe de l'Inter. Et du coup le triplé s'envole pour l'Inter parce que c'était une équipe qui pouvait remporter le triplé et c'est plus possible vu que la Coupe d'Italie, ils sont éliminés. Donc du coup il reste encore bien sûr la Serie A où ils sont premiers ex-aequo avec Naples et bien sûr la Ligue des Champions, mais ils ne feront pas le triplé. Cette équipe de l'Inter Milan, il reste seulement le Barça et le PSG qui peuvent réaliser bien sûr cette performance. Et du coup l'AC Milan se qualifie jeudi en finale de Coupe d'Italie. Donc la finale se jouera le 14 mai prochain, là, dans à peu près 3 semaines. Donc c'est simple, ça sera soit contre Bologne, soit contre Empoli. Bon, il y a de fortes chances que ça soit contre Bologne. Pourquoi? Parce que Bologne lors du match aller a gagné 3-0, donc c'est la demi-finale retour ce soir. Ils ont gagné 3-0 en plus Empoli, donc ce soir c'est chez eux. Avec un avantage de 3-0, ça devrait être un Bologne-Milan AC à la finale. Bon, on verra ça sera officiel ce soir. Une autre demi-finale de coupe, coupe du Portugal. C'était entre le Benfica et l'équipe de Tirense. Donc au match aller, j'ai dit 5-0 pour le Benfica Tirense. Match retour 4-0, score cumulé 9-0 pour le Benfica contre Tirense, qui est une équipe, je ne sais même pas si c'est en première division, je ne sais même pas si c'est en première ou deuxième, bref, pour le Benfica sans souci se qualifie, 33 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts marqués, donc le Benfica se qualifie pour la finale de la Coupe du Portugal. Sporting Benfica, en plus les deux, si on regarde dans le championnat, une compète, ils sont les 2 premiers ex-aequo avec le même nombre de points, je crois qu'ils ont 72 points, et vont s'affronter également en finale de Coupe du Portugal, qui aura lieu d'ici quelques semaines. Donc voilà, la plus belle affiche qu'on peut voir, bien sûr, du côté du Portugal. On continue, on va parler maintenant de jour pour jour, et tiens, tout d'abord, il y a 17 ans, jour pour jour, c'est un 24 avril, et Ronaldo et Messi se rencontraient pour la toute première fois. La rivalité d'une génération commençait. C'était lors d'un Barça-Manchester United en Ligue des Champions. C'était la première fois qu'ils s'affrontaient. Et du coup, après, ils ont dominé le football, les deux, là, pendant 15-20 prochaines années. Donc voilà, c'était il y a 17 ans jour pour jour, leur première
rencontrent l'un contre l'autre, toujours avec les jours pour jour un peu plus tôt maintenant. Donc il y a 13 ans jour pour jour, cette fois-ci Fernando Torres envoyait Chelsea en finale de la Ligue des Champions après un but d'anthologie contre le Barça, où bien sûr Chelsea avait mis le but total, le Barça dominait, bien sûr ils essayaient de marquer pour se qualifier en finale, et Chelsea avait fait un énorme contre-attaque où Torres avait dribblé tout le monde, il a même dribblé Victor Valdés le gardien, et Chelsea se qualifiait pour la finale, ils avaient même gagné la Ligue des Champions, c'est la première fois qu'ils remportaient la LDC il y a 13 ans. Cette équipe de Chelsea, n'oubliez pas qu'ils avaient remporté la LDC quelques années après, ils ont deux LDC à Chelsea, et sinon avec les jours pour jour plus récents, cette fois-ci il y a 12 ans jour pour jour, Lewandowski, le show Lewandowski, qui jouait actuellement, du côté de Dortmund il y a 12 ans, il inscrivait un quadruplé, 4 buts inscrits face au Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions, donc il avait qualifié bien sûr l'équipe de Dortmund, qui avait joué ensuite contre le Bayern Munich en finale, ils avaient perdu le Borussia Dortmund en finale, mais voilà, ça avait été le show Lewandowski avec un quadruplé contre le Real Madrid. On continue, on va parler maintenant du mercato, quelques infos et tout d'abord en France, et officiel, le calendrier des mercatos pour la saison 2025-2026 en France est tombé. Donc mercato d'avant Coupe du Monde des clubs, surtout pour une équipe, le PSG. Voilà, donc du 1er au 10 juin prochain, ça sera l'ouverture du mercato. Donc après, il sera fermé du 11 juin jusqu'au 16 juin. Donc pendant 5 jours, il sera fermé. Puis après, ce sera le vrai mercato d'été du 16 juin au 1er septembre. Donc là, le mercato d'avant Coupe du Monde, c'est-à-dire que le PSG peut recruter potentiellement des joueurs avant de disputer la Coupe du Monde des clubs. Il peut faire venir un joueur avant bien sûr cette compète. Après il y aura le grand mercato estival bien sûr. Mercato d'hiver du 1er janvier l'année prochaine au 2 février. Et à noter les gars, petite nouveauté, le marché des transferts ne se clôturera plus à minuit, comme c'était le cas avant, ça se finissait toujours à minuit, mais maintenant à 20h. Voilà, donc par exemple le 1er septembre à 20h, ça sera la fin du mercato en France. Ça change, ça sera 4 heures avant qu'avant. Donc voilà, fini les officialisations à 2h du matin, tout ça, parce que des fois il y a des dossiers, ça prend un peu plus de temps à être officiel. Donc voilà, ça sera à 20h maintenant, ça sera fini. Les mercatos. Et en parlant du mercato, quelques infos, parce que le mercato, sauf bientôt, bien sûr, le 1er juin, les gars, c'est bientôt. Et on commence tout d'abord, et c'est officiel, avec Saïd Benrahma, quitte l'Olympique Lyonnais et rejoint officiellement le Neom MC. Il y a une équipe, où j'ai dit hier, promu. Ils montent, c'est sûr, ils ont obtenu leur billet pour monter en première division saoudienne. Donc lui, il a été prêté l'hiver dernier. Donc Benrahma est définitivement transféré au Neom MC après la montée du club en Saudi Pro League, activant automatiquement l'option d'achat de 12 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Parce qu'en gros, il a été prêté ici, Neom MC montait, c'était obligé de l'acheter. Du coup, il monte. Donc du coup, il appartient à 100% maintenant à cette équipe saoudienne. On va parler de Milos Kerkez, intéresse beaucoup le Real Madrid. Donc lui, c'est un joueur hongrois, défenseur, très bon joueur. Il joue à Bournemouth, peut-être vous ne le connaissez pas, mais c'est un joueur qui peut évoluer dans les meilleures équipes d'Europe. Donc il y a le Real, et il y a aussi le Liverpool, j'ai pu voir, qui est fortement intéressé par le hongrois. Fabregas devrait poursuivre à Como la saison prochaine. Fabregas, entraîneur de Como, qui fait une belle saison actuellement. Donc pourtant, il y a des touches. Voilà, il y a quand même Leipzig qui voulait l'entraîneur espagnol, mais il souhaite continuer ce qu'il est en train de faire actuellement du côté de Como. Et toujours, Como, donc en Italie. Donc Alex Valle reste à Como, donc le club italien va lever la clause libératoire de 6 millions d'euros pour s'offrir le latéral du Barça de façon définitive. Il était prêté par le Barça, Valle du côté de Como, et du coup ils vont lever l'option d'achat. De contrat longue durée à venir avec Fabregas, qui considère le joueur comme un élément clé de son projet. Donc voilà, il devrait rester du côté de l'Italie. On va parler de Ederson, donc lui il y a de fortes chances qu'il parte. Voilà, j'en parle là comme depuis plusieurs jours, voire quelques semaines. J'ai dit qu'il devrait partir en fin de saison, et ça se confirme. Donc à l'Etihad, où joue par exemple Kanté ou Benzema, intensifie les négociations pour s'attacher les services d'Ederson. L'ancien, plutôt pas l'ancien, pour l'instant il est toujours joueur de City, peut-être futur ancien joueur de City, on verra. Donc l'agent du gardien de City s'était entretenu avec le directeur sportif du club ces dernières semaines. Voilà, donc ça sent un changement de gardien du côté de Manchester City. Ederson devrait partir, il faut trouver son remplaçant. Et on parle beaucoup de ce Diogo Costa, et le gardien de Porto qui devrait devenir le futur gardien de Manchester City. Donc City pourrait débourser 40 millions d'euros à Porto pour s'offrir le successeur certainement d'Ederson. On va parler d'Hansi Flick, le coach du FC Barcelone. Et les discussions entre le Barça et Hansi Flick sont très avancées pour un nouveau contrat jusqu'en 2027. Il était arrivé lors de l'été 2024, il a signé 2 ans, donc jusqu'en 2026. Et il pourrait prolonger d'une année supplémentaire Hansi Flick du côté du club Blaugrana. Donc rien n'est encore signé pour le moment, mais la prolongation n'aura lieu qu'à la fin de la saison, parce qu'il a dit que pour l'instant, lui, il ne pense pas à ça, il pense seulement à gagner le maximum de trophées du côté du Barça. Quand la saison sera finie, là, bien sûr, il parlera de prolonger, mais il devrait bien sûr prolonger l'aventure du côté du club Blaugrana, Hansi Flick. On va parler de la Juventus Turin qui envisage de vendre Dusan Vlahovic l'été prochain. L'idée est de lui offrir un maximum de temps de jeu afin de valoriser l'attaquant serbe en vue d'un transfert cet été. Voilà, Vlahovic
pourrait partir, je ne sais pas où, j'ai pas vu d'équipe, enfin, il n'y a pas de nom encore d'équipe intéressée, mais ça devrait intervenir très prochainement. Donc voilà, il devrait être vendu l'attaquant serbe. Hein. Et toujours tiens du côté de la Juve, un autre joueur pourrait peut-être partir, enfin c'est Chelsea les gars qui s'intéressent au jeune Kenan Yildiz. Hein. Jeune attaquant turc, le club londonien est rentré en contact avec la Juve pour tenter d'attirer la jeune pépite turque. Hein. De toute façon, on sait que Chelsea, les gars, hein, c'est pas une surprise. Hein, Chelsea, on sait, sera encore très actif sur le mercato estival, hein, comme depuis 4-5 ans. Donc voilà, il s'intéresse à tous les meilleurs joueurs du monde. Voilà, Kenan Yildiz, les gars, c'est un très bon jeune joueur. Et bien sûr, Chelsea hein, s'intéresse à son profil. Un autre jeune joueur, les gars, c'est Dean Huijsen. Et bien sûr, Chelsea hein, s'intéresse aussi à lui. Hein. Donc Chelsea cible le défenseur espagnol. Hein. Les Blues hein, sont prêts à lever la clause libératoire du défenseur actuel à Bournemouth. Voilà, donc il a une clause, je crois, aux alentours des 60 millions d'euros. Et Chelsea il n'y aura aucun souci hein, pour de payer la somme de 60 millions d'euros pour le faire venir du côté de Chelsea. On va parler de Kingsley Coman. Donc lui, ça sent la fin du côté du Bayern. Hein. C'est quasiment sûr les gars qui va partir. Ça fait comme, je sais pas, on a 8-9 ans quand même qu'il est au Bayern. Donc Coman hein, pourrait quitter le Bayern dès cet été. Hein. C'est quasiment fait. Hein. Donc le Français est toujours ouvert à un départ vers l'Arabie Saoudite à la fin de la saison, peut-être toucher un gros contrat avant de prendre sa retraite, un départ hein, qui pourrait ramener 50 millions d'euros Bayern Munich. Hein. Bon après il y a aussi Arsenal les gars, s'il ne va pas en Arabie Saoudite, s'il veut rester dans un top club, un top championnat, et bien la première ligue. Hein. Et Arsenal reste une alternative sérieuse en cas d'échec, mais lui, sa priorité serait d'aller en Arabie Saoudite. Bon, il a déjà tout prouvé, bien sûr, en Europe. Hein. Peut-être pour ça que maintenant, il veut peut-être aller dans un championnat peut-être mineur pour toucher, comme je dis, un gros contrat avant de prendre la retraite. Concernant Thomas Partey, tiens, qui sera suspendu pour le match contre le PSG lors de la demi-finale aller. Hein. Mais par rapport à son futur, tiens, dans 2 mois et 6 jours, hein, le 30 juin prochain, il est en fin de contrat. Et Arsenal souhaite prolonger le contrat de Thomas Partey, le milieu ghanéen. Concernant Mohamed Kudus, attaquant ghanéen de l'équipe de West Ham, hein, c'est Al Nassr, tiens, l'équipe où joue un certain Cristiano Ronaldo. Pourtant, ils ont recruté John Duran l'hiver dernier. Et pour recruter cette fois-ci, Mohamed Kudus sont même prêts à proposer 100 millions d'euros à West Ham pour s'offrir Mohamed Kudus. Donc voilà, ça pourrait ramener encore un renfort de poids en attaque du côté de cette équipe d'Al Nassr. Des nouvelles aussi de Kevin De Bruyne qui discute, enfin c'est plutôt Aston Villa qui discute en interne d'une arrivée de Kevin De Bruyne cet été. On rappelle que le Belge quittera City cet été, c'est officiel. Hein. Il a déjà sorti un communiqué, hein, voilà, dire qu'il était déçu parce que lui il aurait voulu rester bien sûr, hein, mais c'est City qui ne veut pas le prolonger. Et Aston Villa serait très intéressé pour l'accueillir gratuitement. Ce serait bien encore de voir De Bruyne à jouer du côté du championnat anglais. Concernant Victor Osimhen, hein, joueur bien sûr de l'équipe de Naples, prêté au Galatasaray, il va pas rester au Galatasaray, mais Al Hilal, une équipe saoudienne, hein, veut frapper un grand coup avant la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas qu'Al Hilal est qualifié hein, pour jouer cette Coupe du Monde des clubs. Donc Osimhen figure parmi les pistes et se montre ouvert à un départ vers l'Arabie Saoudite. Donc voilà, concernant Osimhen, peut-être futur joueur du côté de Al Hilal. On va parler d'un tout jeune joueur les gars, donc il s'agit de Enzo Cana-Biik, hein, donc je ne sais pas si vous le connaissez, donc il joue du côté du Havre. Bon, il n'a encore jamais joué avec le Havre en professionnel. Son club formateur, il est dans le centre de formation, mais c'est un sacré crack. Et Manchester, les gars, avance pour recruter le jeune joueur. Je ne sais même pas si je joue attaquant, milieu ou défenseur, j'en sais rien. Mais Manchester, les gars, cible hein, ce tout jeune joueur du Havre. Et toujours avec Manchester, il vise également, bon lui il est beaucoup plus connu, hein, c'est bien sûr Matheus Cunha, qui va quitter Wolverhampton. Il y a quelques jours, il a dit qu'il veut viser maintenant une équipe qui joue les titres. Hein. Bon, je ne sais pas si ça joue les titres, Manchester, mais c'est plus connu que Wolverhampton et Cunha veut rejoindre Manchester United. Donc il a une clause libératoire aux alentours des 70 millions d'euros que Manchester bien sûr pourrait payer. On continue, on va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille, une mise au vert qui coûte cher à Marseille, hein, parce que vous savez que Marseille là, tout le staff de Marseille, il y a plus de 50 personnes, sont actuellement en Italie à Rome hein, pour une mise au vert jusqu'à la fin de saison. Et l'OM s'est rendu à Rome avec une délégation de 50 personnes afin de se préparer mieux pour le sprint final de la Ligue 1. Une mise au vert hein, dans un palace luxueux qui pourrait coûter jusqu'à 1 million d'euros. Enfin, ça coûte cher, hein, bien sûr. La note va être très salée. Et voilà, ça a été accepté bien sûr par la direction de Marseille. Hein. Donc actuellement ils sont bien sûr en Italie pour préparer bien sûr les derniers matchs et viser la deuxième place, finir deuxième et être qualifié pour la future LDC. Luis Figo sur la première saison de Mbappé au Real, qu'est-ce qu'il en pense hein? Sa saison est bonne, hein. Il marque beaucoup de buts, non hein. Donc êtes-vous d'accord avec la légende merengue? Est-ce que c'est une bonne saison pour Mbappé? Bon, moi je partirais sur oui et non. Oui, parce que bien sûr il fait une saison exceptionnelle, hein. Il est pratiquement au même nombre de buts qu'inscrit que Zamorano, je crois le meilleur buteur sur la première saison quand il est arrivé au club au Real, hein. Il fait aussi bien que même mieux que Cristiano Ronaldo lors de sa première saison. Après, quand je dis non, hein, que c'est pas une bonne saison, c'est que lors des grands matchs européens, on l'a pas vu.
Comme souvent aussi au PSG où il passe à côté des grands rendez-vous. Il passe à côté de ses 2 matchs contre Arsenal. Il est passé à côté des 2 matchs contre l'Atlético Madrid en 8e de finale. Donc voilà, pour moi c'est oui et non. Voilà, parce qu'il doit faire beaucoup mieux, surtout en Europe, parce qu'il a été recruté au Real pour être performant lors des grandes soirées Ligue des Champions, ce qui n'a pas été le cas cette saison, à part son triplé contre Manchester City en barrage de LDC. On va parler de Idrissa Gana Gueye, qui est ancien joueur du PSG. Il faut arrêter de surfer sur notre sac de 2022 par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Donc cette page est tournée et nous devons réagir, voilà, parce que c'est que le Sénégal, depuis cette année 2022, qui avait été fantastique bien sûr avec cette CAN remportée, ça a été plus compliqué depuis. Donc voilà, il dit que voilà, il faut passer cette page et être plus performant lors des prochaines compétitions, lors de la prochaine CAN, qui commencera, n'oubliez pas, le 21 décembre prochain au Maroc. Les prochaines semaines seront déterminantes pour le FC Barcelone, parce que oui, là le Barça rentre là dans 3 semaines très importantes avec 5 gros matchs. Donc 2 fois le Real Madrid, 2 fois l'Inter et 1 fois Valladolid en Liga, qui sera tout aussi important parce que le Barça a 4 points d'avance sur le Real. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'échec. Donc voilà, déjà ça commence dès après-demain, le 26. Bien sûr, finale de Coupe du Roi, ça sera à Séville. N'oubliez pas que le match commencera à 22h. Bon voilà, ça sera un match bien sûr que je pense beaucoup de personnes vont regarder. Et dès le 30, mercredi prochain, ça sera bien sûr la demi-finale contre l'Inter Milan. Et du côté du FC Barcelone, ça y est, la nouvelle pelouse du nouveau Camp Nou arrive. Regardez les dernières photos qui nous viennent de Barcelone. Donc le Camp Nou, c'est toujours en travaux, mais allez, la pelouse est enfin mise. Bon là, ça a été hier cette photo-là, on pense qu'ils ont fini de la mettre. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, il reste encore beaucoup de travaux. On peut voir que le stade, il y a toujours une grue. N'oubliez pas qu'il y aura un toit. On peut voir que le toit n'est toujours pas mis. Ça va prendre encore pas mal de temps, bien sûr, pour que ce toit se mette. N'oubliez pas que normalement, la fin vraiment du stade, des travaux à 100%, ça sera fin 2026. On va dire dans 1 an et demi, vraiment le stade sera fini à 100%. Mais le Barça pourrait revenir dès le début de saison prochaine, bien sûr, dans le stade à capacité réduite, bien sûr. Les propos forts de Pep Guardiola sur Bernardo Silva, donc ce qu'il a fait pour nous cette saison. Il était là à chaque fois, il courait 30 km dans tous les sens à différents postes. Il y a eu un moment où il était vide mentalement et physiquement, mais Bernardo, dans les matchs importants, a une personnalité énorme. C'est un joueur pour moi qui est d'un autre niveau. Voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr. Bon, cette saison, c'est qu'elle est compliquée pour Bernardo Silva parce que c'est plus le même. Il n'a plus les mêmes jambes qu'il avait 3-4 ans, où c'était l'un des meilleurs joueurs au monde, Bernardo Silva. Maintenant, c'est plus compliqué, on a pu le voir lors des grands matchs, par exemple contre le Real, contre le PSG, il était inexistant. Je parle en Ligue des Champions. Donc, mais bon, ça reste un joueur qui aura marqué bien sûr l'histoire de Manchester City. Tiens, on va parler de la Première Ligue. Donc les promus en Première Ligue font l'ascenseur. C'est pour la 2e année de suite. Les 3 clubs promus en Première Ligue en début de saison vont être relégués. Donc la saison dernière, les gars, promus en début de saison, Luton Town, Burnley, Sheffield. Fin de saison, les gars, les 3 sont descendus. Et cette saison, les gars, c'est exactement pratiquement pareil, même si ce n'est pas encore officiel pour Ipswich, mais ça sent très mauvais pour eux. Donc les 3 promus cette saison, les 3 équipes qui montaient, donc Ipswich, Leicester, Southampton. Donc pour l'instant, on en connaît déjà 2 officiellement, Southampton et Leicester, ils descendent. Et Ipswich, ils ont 15 points de retard à 5 journées de la fin. Donc 15 points, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent leurs 5 derniers matchs et que le 17e prenne même pas un point. S'ils prennent juste un point le 17e de Première Ligue, Ipswich est fini. 15 points de retard à 5 journées, donc il n'y a plus que 15 points à donner. Donc voilà, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est vrai qu'il y a un sacré gouffre. Voilà, le gouffre entre les 2 premières divisions, la Première Ligue, la Championship, les gars. Elle semble plus grande que jamais parce qu'en Championship ils survolent le championnat, que ce soit ces équipes comme Luton Town ou Ipswich, peu importe, mais quand ça arrive en Première Ligue, voilà, ça ils ont du mal. Mais pas que la saison prochaine, il y a déjà 2 équipes qu'on connaît qui montent, Leeds United et Burnley, officiellement aussi qui montent. Voilà, tiens, Burnley, les gars, qui descend. Regardez, ils sont descendus saison dernière, puis là ils remontent déjà. Voilà, donc maintenant à eux de rester en Première Ligue, saison prochaine. Les clubs français les plus rétribués par l'UEFA pour leur internationaux. Vous dites, c'est quoi ça en gros? L'UEFA a rendu public le versement de ses rétributions aux clubs pour la mise à disposition de leurs internationaux sur les dernières compétitions, que ce soit par exemple l'Euro, la Ligue des Nations, tout ça. Donc par exemple au PSG, c'est où il y a le plus de joueurs bien sûr qui vont en équipe nationale, et du coup ils reçoivent de l'argent bien sûr les clubs. Donc le PSG récupère 4,4 millions d'euros par rapport à tous les joueurs parisiens qui vont en sélection, parce que ça t'obliges tu payes tout simplement les clubs pour que les joueurs puissent aller jouer en sélection. On peut voir chaque équipe de Ligue 1 combien ils ont reçu niveau argent. Donc il y a un gouffre bien sûr entre le premier PSG et les autres équipes, parce qu'au Paris Saint-Germain c'est bien sûr où il y a le plus de joueurs internationaux. On va parler de la Coupe du Monde des clubs qui commencera
en juin prochain. Donc grande première pour les arbitres. Donc les officiels porteront des caméras corporelles. Une caméra là qui sera mise ici. Lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis dans un objectif de transparence et d'immersion. Peut-être dans le futur les gars, peut-être après dans 4-5 ans les arbitres ils auront tous une caméra comme c'était le cas avec la VAR. Ils ont essayé, puis maintenant la VAR c'est quelque chose qui est introduit totalement dans le foot comme les 5 changements. Avant il y avait seulement 3 changements, 1 et 5. Là ils vont essayer bien sûr la caméra et peut-être d'ici quelques années ça sera banal de voir des arbitres avec des caméras sur le torse. Le père de Lamine Yamal, donc Mounir Nasraoui, qui pose avec le trophée du FC Barcelone, enfin le triplé. La dernière fois qu'ils avaient réalisé un triplé, bien sûr, le Barça a réalisé 2 fois le triplé dans son histoire. À noter que le Real sont comparés avec eux, jamais ils ont réalisé le triplé. N'oubliez pas que le Barça peut réaliser le triplé cette saison. Donc il a posé avec la Ligue des Champions. Il aimerait bien sûr c'est le rêve d'un père pour son fils, Lamine Yamal. Il peut bien sûr remporter cette Champions League, vu que c'est en demi-finale. Et toujours à Barcelone et officiel, Pedri est élu joueur du mois de mars en Liga. C'est mérité, vu le mois, vu les matchs là qu'il est en train de réaliser depuis quelques temps. C'est totalement logique, bien sûr, et totalement mérité pour Pedri. Cette transition sur le snap d'Erling Haaland, qui est très actif. Erling Haaland, je suis un peu sur Snap, les gars, il met pas mal de photos. Quelqu'un lui a dit, tu ressembles à un alien. Donc il s'amuse. N'oubliez pas qu'Erling Haaland est actuellement blessé. Objectif pour lui, revenir pour jouer la Coupe du Monde des clubs avec City en juin prochain. On va parler de Shaqiri. Je viens de parler il y a quelques jours. C'est que Shaqiri, les gars, impressionne de plus en plus. Il a réalisé discrètement une saison incroyable pour le FC Bâle lors de son retour en Suisse avec 14 buts et 17 passes D en championnat, dont un but et 3 passes décisives en seulement 76 minutes lundi. Il y a 3 jours, 3 passes D, un but. Donc gros match de sa part. Donc Shaqiri place son équipe de Bâle sur le point de remporter son premier trophée en 6 saisons. Ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas remporté un trophée Bâle. Donc ils peuvent remporter même 2 trophées. 2 trophées, désolé, impossible. Peut-être doublé national, peut-être le championnat, où ils sont très proches de gagner le championnat, plus la Coupe Suisse. Donc Shaqiri a fait un bien fou bien sûr à cette équipe du FC Bâle. Nouvelle absence de Karchaoui au PSG. Et ça commence à poser problème. Donc toujours absente pour le déplacement. Donc hier il y a eu Le Havre PSG dans le football féminin, il y a eu 2 partout. Et elle n'était pas là, donc elle est écartée du groupe pour la 2e rencontre consécutive. Pourtant elle n'est pas blessée, Karchaoui, malgré des entraînements normaux et aucun conflit apparent avec le staff. Elle n'est même plus appelée, alors que normalement c'est une joueuse cadre bien sûr de l'équipe parisienne. Pour rappel, la joueuse a prolongé jusqu'en 2028 et les supporters ont pris la parole publiquement. Donc ils ont dit c'est désormais une évidence, sa mise à l'écart est volontaire, elle est tout bonnement inacceptable. Le PSG ne peut pas se permettre de sacrifier ses talents pour protéger un entraîneur qui n'a jamais fait ses preuves à haut niveau, parce qu'en gros c'est l'entraîneur, là je ne sais même pas ce qui est l'entraîneur de l'équipe féminine du PSG, qui met, je ne sais pas ce qui se passe avec Karchaoui, mais elle le met à l'écart. Voilà. Elle n'est même plus convoquée lors des 2 derniers matchs avec l'équipe pro du Paris Saint-Germain, et bien sûr ça fait parler à Paris. Plainte déposée après l'incident lors de AS Saint-Étienne-Lyon. Donc le syndicat des arbitres officiellement porté plainte après le jet de projectile ayant visé Mehdi Ramouni. Donc c'est l'arbitre assistant, c'est celui qui a pris la pièce là sur la tête. Donc du coup voilà, plainte déposée. Voilà, contre X, contre la personne qui a jeté bien sûr cette pièce. A noter les gars qu'on connaîtra toutes les sanctions concernant ce match. Ça sera le 7 mai prochain, ça sera mercredi, il y aura une commission de discipline. Ça n'a pas été hier, ce sera le 7 mai qu'on connaîtra les sanctions concernant s'il y aura des points de retrait pour bien sûr pour Saint-Étienne par rapport à ce qui s'est passé. Un supporter du Barça a comparé le prix de son billet pour Inter-Barça en 2010. C'est en demi-finale à 22 € en 2010 pour regarder une demi-finale de Ligue des Champions. Pas cher, avec celui du même match. Pareil, demi-finale aussi de Ligue des Champions, mais là dans la même tribune 120 €, une hausse de 545%, 14 ans, parce que maintenant bien sûr c'est beaucoup plus cher, mais à l'époque il avait acheté bien sûr ce Inter Barça voilà, pour 22 € et maintenant il va falloir débourser 120 € pour voir Inter Barça bien sûr dans le stade quasiment à la même place. Bien sûr on sait que les places maintenant ça coûte beaucoup plus cher. Franck Ribéry de retour à Marseille le 2 mai prochain, là d'ici à peu près une semaine. Donc quand Saint-Georges de l'Oem entre 2005 et 2007, Ribéry va faire son retour à Marseille le 2 mai à l'occasion de l'anniversaire des 125 ans du club de l'Olympique de Marseille. Il sera présent pour un match, je ne sais pas s'ils vont faire peut-être un match, je pense qu'il y aura toutes les légendes de Marseille qui vont revenir, certainement Drogba sera là et Ribéry sera également présent. Officiel, la cérémonie des trophées UNFP 2024-2025 aura lieu le 11 mai prochain. Ça sera bien sûr à Paris. Vous savez, le trophée UNFP qui récompense le meilleur entraîneur, le meilleur joueur, le meilleur gardien, voilà, tout ça. C'est une cérémonie qui a toujours en fin de saison. Donc voilà, ce sera 11 mai prochain. On pense qu'il y aura pas mal de Parisiens qui seront récompensés. Les plus gros créateurs d'occasion dans le jeu par 90 minutes en Europe. Et nos Français sont en rendez-vous, c'est vrai. Donc là, en toute nationalité confondue. Notez que
Le top 4, les gars, c'est que des Français. Michael Olysée, 2.80. Désiré Doué, 2e. Ryan Cherki, 3e. Et Ousmane Dembélé, 4e. Après, il y a du Rafinha, il y a Kulusevski, il y a Leao, il y a Salah, Hakimi, Vini Junior. Mais les 4 premiers, c'est que des Français. Donc, voilà, pour montrer que les joueurs français sont les plus gros créateurs, tout simplement, d'occasion en Europe. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec ça. Je vais vous montrer un magnifique stade. C'est en Géorgie, donc le FC Gvareli Durudji, donc 5e division géorgienne, joue ses matchs au cœur d'un ancien château. C'est plutôt original. Donc voilà, on peut voir là le stade où il y a une forteresse autour. Donc regardez à l'intérieur, ça ressemble à quoi? Bon, la pelouse n'est pas super bonne, c'est vrai, mais on est un peu assouli de voir un terrain de foot jouer un match de football, tout simplement, dans un château. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi, pour le prochain numéro. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.